Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Shakespeare est sans doute le dramaturge le plus célèbre de l'histoire. Ses pièces sont jouées dans le monde entier et ont été traduites dans pratiquement toutes les langues. Pourtant, malgré cette notoriété, rare pour un auteur dramatique, la vie privée de Shakespeare et plus particulièrement ses relations aux femmes restent un mystère. Grâce aux rares documents personnels qui ont été retrouvés, on sait qu'il a été marié à une certaine Anne Hathaway, mais c'est à peu près tout. Cependant, au vu des innombrables personnages féminins dont il a brossé le portrait dans ses pièces, on serait tenté de croire qu'il n'a fréquenté que d'horribles mégères. Shakespeare a-t-il été malheureux en ménage? Était-il simplement misogyne? Un épais mystère pèse sur cet être exceptionnel et faute de sources historiques, on ne peut s'en tenir qu'à ses pièces. Que peuvent-elles nous révéler au sujet de l'homme dans sa relation aux femmes? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en 2 parties. En cette matinée du 10 juillet 1593, alors que la peste a réapparu depuis 1 an, les rues de Londres, aux maisons hautes et étroites, aux toits rouges et pointus, sont bourdonnantes de vie comme si de rien n'était. Les Londoniens sont tellement habitués aux épidémies que c'est à peine si celle-ci les émeut. C'est ainsi. À chaque décennie, son épidémie, il faut bien faire avec. Dans une louable tentative pour enrayer le mal, les autorités ont décidé de fermer les théâtres. Mais à quoi bon, puisqu'en ville, on se rassemble autant qu'avant, en se souciant de la maladie comme d'une guigne. On a vaguement isolé les malades, mais de toute façon, cela ne servira à rien. Chacun sait que l'épidémie est un châtiment céleste. Si la peste frappe, c'est que le péché infeste la société des hommes. Tandis que les Londoniens s'interrogent sur les péchés qu'ils ont bien pu commettre pour déclencher la peste, un jeune dramaturge s'interroge, lui, sur les tortures que l'amour inflige aux hommes. À chacun ses préoccupations. Ce jeune poète, c'est William Shakespeare. Il a 29 ans et a déjà acquis une solide notoriété comme acteur et auteur de pièces à succès. Mais la fermeture des théâtres a mis sa carrière entre parenthèses. Il en a donc profité pour composer 2 longs poèmes dédiés à l'amour, Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce. Reste à les faire publier. La poésie est son jardin secret. Loin de la scène, à l'abri des regards, il peut confier au papier ses tourments les plus douloureux. Non pas que la profession de dramaturge et comédien lui déplaise, loin de là, même si certains à l'époque regardent encore le théâtre d'un mauvais œil. Quelque temps auparavant, un conseiller royal n'a-t-il pas affirmé « Jouer le théâtre en temps de peste, c'est accroître la peste. Jouer hors du temps de peste, c'est attirer la peste en offensant Dieu par de tels spectacles. » Ah, la poésie, voilà un art qui dépasse tout et pour lequel Shakespeare serait peut-être capable de donner tout le théâtre au monde. Quant aux oiseaux de malheur qui prophétisent si sottement sur le théâtre porteur de peste, eh bien, si les bonnes gens se montrent certes craintifs en temps d'épidémie, par bonheur, en temps normal, ils se moquent bien des commentaires moralisateurs et les théâtres londoniens ne désemplissent pas. Et puis, les théâtres ne sont pas seuls à souffrir. Tout le monde pâtit de la peste. Tavernes, commerce, tout est tout de même plus ou moins à l'arrêt. La reine Élisabeth Ier en personne n'a-t-elle pas décidé de repousser la cérémonie d'investiture du nouveau maire de Londres et de redistribuer l'argent ainsi économisé aux familles frappées par le fléau? Tandis que le jeune William disserte sur les peines d'amour, en ville on prend les mesures habituelles pour se protéger des émanations de la peste. On jette des pelures d'oignons, du vinaigre, des épices dans les rues pour en chasser la pestilence.
Malgré la chaleur de l'été, on allume des feux pour assainir l'air. Des officiers municipaux marquent d'une croix les portes des foyers infectés, tandis que des soldats procèdent au massacre des chiens errants qui pullulent dans la capitale. Les chiens, comme les rats, contribuent dangereusement à la transmission de la maladie. Si vous possédez un chien, pour savoir s'il a été infecté par la peste, il vous suffit de respecter la marche à suivre indiquée par les médecins. Sur toute plaie suspecte, il faut appliquer le croupion d'un coq vivant. Si le coq gonfle, c'est que le chien a contracté la peste. Les Londoniens propriétaires de chiens sont un petit peu dubitatifs quant à la pertinence de cette technique, nous dit la chronique. Indifférents aux chiens, aux oignons, aux rats et à la fermeture des théâtres, William s'échine à relier entre elles les pages du poème qu'il s'apprête à rendre public. Il tient un succès, c'est certain. Est-il au monde une thématique plus prisée que l'amour, surtout en ces années charnières entre le Moyen-Âge finissant et la Renaissance qui s'annonce? Dans son poème, Shakespeare décrit avec un luxe d'allusions croustillantes comment Vénus, brûlante déesse de l'amour, tente de séduire le bel Adonis. Vénus est amoureuse d'Adonis, jeune homme d'une éblouissante beauté. Ils se connaissent de longue date. Elle l'accompagne souvent à la chasse. Un jour, elle se décide à lui faire des avances de façon on ne peut plus explicite. « Mon amour, puisque je t'ai enfermé dans ce cercle d'ivoire, je serai le parc et tu seras mondain. Nourris-toi où tu voudras, sur les coteaux ou dans la vallée. Rassasie-toi sur mes lèvres. Et si les montagnes sont desséchées, erre plus bas, tu y trouveras de douces fontaines. Dans ces limites, tu as de quoi te satisfaire. Une pelouse et une belle plaine délicieuse, des coteaux arrondis et des taillis épais et sombres pour te mettre à l'abri de la tempête et de la pluie. Sois donc mondain, puisque je suis un parc si charmant. Aucun limier ne t'y poursuivra, quand même tu en entendrais aboyer 1000. Mais Adonis reste de marbre, insensible aux allusions torrides de la déesse. Shakespeare ne s'y est pas trompé. Bien que publié en temps de peste, son poème va avoir un succès retentissant. L'Angleterre de l'époque apprécie ce genre de mélange entre innocence et dépravation. Le poème sera réédité de très nombreuses fois et Shakespeare lui-même en est très fier, puisqu'en première page de l'œuvre, il prend la peine d'indiquer « le premier fils de ma création ». Le poème Vénus et Adonis est si riche en allusions sexuelles qu'il incite à s'interroger sur la vie amoureuse du dramaturge. D'autant plus que si Vénus et Adonis décrit la passion vorace d'une femme pour un homme rivé à sa chasteté, le poème suivant, publié par Shakespeare juste après, est intitulé « Le viol de Lucrèce » et envisage la thématique diamétralement opposée. Il y est question d'une femme innocente violée par un homme lubrique. Entre ces deux extrêmes, homme chaste ou homme lubrique, où se situe exactement William Shakespeare? A-t-il été un grand amoureux? Un mari chaste et fidèle? Un fougueux amant? Shakespeare, le prince des poètes, a fait couler beaucoup d'encre, autant pour le contenu de ses œuvres que pour l'histoire de sa vie privée. Ses pièces ont été abondamment publiées, traduites, commentées, mais pour sa vie, pour une raison qu'on ignore, se résume à un grand point d'interrogation. Au point que toutes les publications qui se rapportent à elle ne sont qu'une succession d'allégations, de questions ou de commentaires. Jamais homme ne fut plus entouré de mystères. Parler de lui, parler de ses amours, est un exercice périlleux qui doit forcément passer, faute de mieux, par la relecture de ses œuvres, à la recherche d'indices qui pourraient éclairer sur tel ou tel détail de sa vie privée. Une chose est sûre, si l'on fait le bilan des personnages féminins qu'il a imaginés,
Ce génial dramaturge a dû avoir un sérieux problème avec les femmes. Dans les personnages féminins hauts en couleur que l'on trouve dans son œuvre, cohabitent en effet le meilleur et le pire, et il faut en convenir, surtout le pire. Folles hystériques, sorcières, prostituées, cannibales, mégères, simplettes, délatrices, criminelles, incestueuses, vicieuses. Les femmes de Shakespeare apparaissent dans ses pièces comme piquées par les seins de tous les vices. Mais revenons aux sources. De la vie privée de Shakespeare, donc, on ne sait pas grand-chose. Il est cependant établi qu'il est baptisé le 26 avril 1564 dans la petite ville de Stratford-sur-Avon, située à 150 km de Londres. 18 ans plus tard, un document daté du 27 novembre 1582 nous indique qu'une licence lui a été accordée par l'évêque de Worcester pour épouser une certaine Anne Hathaway. William a alors 18 ans, elle en a 26. Fille d'un agriculteur aisé de la région, elle reçoit une jolie dot. Selon l'usage, elle vient vivre dans la maison familiale de Shakespeare. Le mariage semble avoir été célébré avec une certaine hâte, puisque 6 mois plus tard, sa femme accouche d'une fille baptisée Suzanne. Puis c'est le silence. Shakespeare semble disparaître du cours de l'histoire. On ne retrouve sa trace que 10 ans plus tard, en 1592, à Londres, sans qu'on sache vraiment comment il y est venu. Pourquoi a-t-il laissé femme et enfants à Stratford ? On ne sait rien de ses motivations réelles. S'il y a un mystère Shakespeare, c'est durant ces années de silence qu'il est apparu, nourrissant les hypothèses les plus fantaisistes. La plus solide d'entre elles ? William aurait fui le foyer conjugal pour échapper à l'emprise d'une épouse insupportable. Certains historiens ont évoqué à ce sujet le mariage à la hâte de ce jeune homme de 18 ans avec une femme de 8 ans son aînée, le tout alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Cela n'est d'ailleurs pas forcément significatif. Ne se marier qu'avec la découverte de la grossesse est à l'époque une pratique des plus courantes. Pourquoi ce départ apparemment soudain vers la capitale anglaise ? Est-ce un choix ? Est-ce une obligation ? On l'ignore tout à fait. Quoi qu'il en soit, Shakespeare, comme d'ailleurs son frère, va d'abord suivre une carrière d'acteur. Il est probable que seule la ville de Londres pouvait alors lui en offrir la possibilité. Et si sa femme ne l'a pas suivi, c'est sans doute pour une raison simple. D'abord parce qu'elle appartient à une famille solidement implantée à Stratford, ensuite parce qu'après Suzanne, elle a donné naissance à 2 jumeaux, Hammet et Judith. Elle a suffisamment à faire avec eux pour ne pas suivre son acteur de mari dans le tumulte de Londres. Si Shakespeare ne remet pour ainsi dire pas les pieds dans sa ville natale, ou au mieux 1 fois par an, il n'en oublie pas pour autant sa famille. Son testament montre qu'il prend en compte consciencieusement l'intérêt de ses enfants et petits-enfants. C'est d'ailleurs dans ce testament que se trouve le dernier argument apportant de l'eau au moulin des partisans d'une version Shakespeare marié avec une mégère. Dans ce testament, en effet, le dramaturge indique céder à sa femme le 2e meilleur de ses lits. Comment ? Alors qu'il est à la fin de sa vie, aussi riche que célèbre, il n'aurait en mourant laissé qu'un malheureux lit à sa femme ? Là encore, il suffit de jeter un œil sur les règles en usage à l'époque. Selon le droit anglais d'alors, l'épouse se trouvait automatiquement héritière du tiers de la succession du mari. Nul besoin donc d'en faire mention dans un testament. D'autre part, la coutume voulait que dans un foyer, on donne le premier et le meilleur lit aux invités. Le 2e lit était tout simplement le lit conjugal. Dès lors, il apparaît logique que Shakespeare ait pris soin de préciser que le meilleur 2e de ses lits devait revenir à sa femme. Lorsqu'il prend sa retraite en 1613, Shakespeare quitte Londres et retourne à Stratford auprès d'Anne Hathaway. Après des années d'absence, serait-il revenu auprès d'une femme qu'il n'aimait pas et dont il aurait eu à redouter d'avoir à supporter pour le restant de ses vieux jours le caractère odieux ? Mais voilà qui, hélas, ne fait qu'épaissir le mystère. Si Anne Hathaway n'était qu'une mégère,
D'où sortent alors toutes ces viragos présentes dans les quelques 37 drames et comédies de Shakespeare. Une virago vient du mot latin vir qui désigne l'homme. Donc une virago, c'est une femme qui cherche à ressembler à un homme. Car enfin, les portraits qu'il dresse au fil de ses pièces, saisissants de vérité, laissent entendre qu'il a bien pris modèle quelque part. Et puis, l'œuvre de Shakespeare, dans son aspect politique, n'est pas œuvre de fantaisie. C'est une succession de drames historiques fondés sur l'histoire réelle. Que s'est-il donc passé dans la vie ou dans l'esprit du dramaturge pour charger ainsi la nature féminine? Était-il tout simplement misogyne, aigri? Il faut en convenir, n'ayant à notre disposition aucun document à ce sujet sur sa vie, il faut se résoudre à emprunter le chemin que tous ont pris avant nous, revenir à son œuvre, tâcher de lire entre les lignes pour chercher à répondre à cette question. Qu'est-ce que les femmes ont donc fait à Shakespeare pour mériter ça? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à Shakespeare et les femmes. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé un Shakespeare tourmenté par les questions de l'amour et de la nature féminine. Il a quitté sa ville natale, y laissant sa femme et ses enfants pour travailler comme acteur et auteur dramatique à Londres. N'ayant rien qui nous permette d'identifier rigoureusement une ou plusieurs liaisons qui auraient pu inspirer ces personnages féminins, nous voilà contraints de plonger dans ces pièces. Seconde partie, le bal des Mégères. Sa célèbre comédie La Mégère apprivoisée, immortalisée au cinéma par Richard Burton et Liz Taylor, en dit long sur la manière shakespearienne de traiter la féminité. L'argument de la pièce donne le ton. Un homme demande la main d'une femme réputée immariable. Elle a un caractère épouvantable et veut toujours avoir le dernier mot. Pour la mater, il va devoir la séquestrer et l'affamer. La mégère s'appelle Katrina, elle n'a qu'un seul tort, elle n'entend pas se soumettre aux diktats d'un homme. Notons que, si aujourd'hui la revendication est naturelle, à l'époque, elle constitue un délit. Écrite vers 1594 par un Shakespeare trentenaire, cette comédie serait-elle une manière d'exorciser une rancune tenace contre sa propre femme? Si rancune il y a, les années n'apaiseront rien. En 1611, peu avant sa retraite, Shakespeare publie Macbeth, occasion pour lui de présenter au public le personnage féminin le plus sordide de son œuvre. Au cœur de l'intrigue, une femme, Lady Macbeth, se livre à une véritable séance de magie noire pour inciter son mari à tuer le roi Duncan et à usurper sa couronne. Shakespeare, dans cette pièce, va donc charger une femme d'assumer l'entière responsabilité du meurtre commis par son mari. Ah, les femmes, que n'ont-elles à porter depuis le péché originel? Le monologue de Lady Macbeth pourrait être, à quelques détails près, celui d'Ève sur le point de croquer la pomme, en attribuant à une femme la responsabilité de ce pacte avec l'enfer. Shakespeare raye d'un trait de plume toute cette belle tradition chrétienne qui, depuis la venue du Christ, faisait de la femme un doux mélange de compassion et de don de soi. La femme se voit en outre attribuer les fonctions masculines. Lors du banquet où apparaissent plus loin dans la pièce les fantômes des victimes massacrées par Macbeth, sa femme se tourne vers lui et, le voyant livide, lui lance, venimeuse, « Es-tu un homme ?» Mais tout cela ne nous avance guère sur la vie privée de Shakespeare. De nombreuses années séparent Macbeth du poème Vénus et Adonis. La femme y apparaît dans les deux cas, sinon comme prédatrice, du moins comme dominatrice.
Ses attributs sexuels y figurent comme dotés d'une vie propre, dédiée à la prédation sous toutes ses formes, plaisir ou meurtre. D'où question. Shakespeare avait-il peur des femmes ? On comprend que les commentateurs aient été tentés d'envisager cette possibilité. Le grand écrivain irlandais du XXe siècle, James Joyce, affirme tout net que Shakespeare n'était terrorisé que par une seule femme, la sienne, pauvre Anne Hathaway. Si nous ne savons rien du tempérament d'Anne Hathaway, on a en revanche quelques informations sur les dispositions de William Shakespeare. L'un de ses détracteurs, un certain Greene, le présentait comme un arriviste arrogant et sans scrupules. Mais il est bien le seul à brosser un tel portrait. Les amis de Shakespeare, ses collègues, ses éditeurs, le présentent au contraire unanimement comme un homme aimable et de bonne compagnie. Henry Cheadle, qui le défendit, se plaît à rapporter sa droiture et son honnêteté. Il est pour tous ses amis le gentle Shakespeare, comme l'appelle Ben Jonson, qui, dans l'un de ses ouvrages, reprit plus tard à son compte le jugement de Cheadle. « J'aimais l'homme, disait-il. Il était en vérité d'une nature ouverte et franche. Il y eut toujours en lui davantage à louer qu'à pardonner. » Ses premiers biographes, qui recueillirent des souvenirs directs et rapportés, sans exception, soulignent la gentillesse de son caractère. Notons qu'en langue anglaise, « gentle » signifie plus que gentil. Le mot désigne un composé de distinction, de charme et de douceur. On serait tenté, à la lumière de ces informations, de voir en Shakespeare un homme doux et soumis, qu'aurait terrorisé une ou plusieurs femmes perçues par lui comme de redoutables méduses, prêtes à le pétrifier sur place. Tentation d'autant plus séduisante que le dramaturge s'arrange souvent pour donner aux quelques rares filles gentilles de son répertoire des destins épouvantables. Hamlet, comme Roméo et Juliette, sont deux de ces pièces qui, une fois n'est pas coutume, nous offrent des personnages féminins attendrissants. Le cas d'Hamlet est particulièrement éloquent. Rappelons l'intrigue. Le père d'Hamlet, qui est roi du Danemark, vient de mourir. Il apparaît en songe à son fils pour lui dire qu'il a été tué par son frère, qui est donc devenu roi, à sa place par le meurtre. Hamlet, pour venger son père, simule la folie. Voyant cela, le père d'Ophélie, dont Hamlet est amoureux, refuse de lui donner sa fille. Elle devient folle à son tour et met fin à ses jours en se jetant dans une rivière. Dans ce drame, comme d'ailleurs dans celui de Roméo et Juliette, l'amour légitime est rendu impossible par une décision familiale. Dans les deux cas, les relations entre les amants sont exclusivement platoniques. Shakespeare savait décrire les délices de la chair sous ses aspects les plus crus, on l'a vu avec Vénus et Adonis. Rien de tout cela dans les histoires qu'il nous présente comme modèle de l'amour véritable. La chasteté y semble en déterminer le cours, quitte à conduire les protagonistes à la mort. Ophélie, devenue folle, n'apparaît plus que pour donner à l'amour le visage d'un désir à jamais impossible à assouvir. Ainsi Ophélie, comme d'autres gentilles et innocentes jeunes femmes de l'œuvre de Shakespeare, comme Cressida dans la pièce Troilus et Cressida, comme Blanche de Castille, héroïne du drame Le Roi Jean, eh bien toutes ces jeunes filles sont sacrifiées à l'intérêt politique ou à celui de la famille, et dans tous les cas, l'histoire se termine mal. L'amour vrai, l'amour pur, est donc impossible. N'y a-t-il aucun espoir de nouer avec une douce et tendre jeune femme un lien qui se termine autrement que par la mort ? Pour Shakespeare, cette malédiction apparaît clairement comme la conséquence de la dépravation des femmes. La pureté, si elle existe, est condamnée à mort par le sexe. Il n'en faut pas plus pour se convaincre que l'acte sexuel apparaît pour Shakespeare comme le vestibule de l'enfer. Il serait en cela bien en phase avec le courant puritain de son époque,
qui entretenait à l'égard des femmes une méfiance si grande qu'on était prêt à faire fi de l'Évangile pour prouver leur intime complicité avec le diable. La sensualité débridée qu'on prête volontiers aux femmes est la source de tous les dangers. Elle épuise le partenaire, le place sous l'emprise de la volupté et l'expose aux trahisons répétées s'il n'est pas à la hauteur de la tâche. Depuis la faute d'Ève, les femmes entraînent l'homme dans le péché grâce à leur pouvoir de séduction. Qu'il ait nourri ou non son inspiration avec ses propres affaires domestiques, il reste que Shakespeare s'est certainement fait l'écho des interrogations de son temps. On ne peut pourtant pas en déduire pour autant que toutes les femmes de l'époque étaient des mégères. Une pièce de théâtre n'est pas un document historique. Le miroir du théâtre ne doit pas servir de document historique. Autant conclure d'un portrait d'Arcimboldo que les Italiens de la Renaissance avaient tous le nez en citrouille. D'aucuns ont donc fini par envisager l'idée que Shakespeare était simplement homosexuel. Certaines de ses héroïnes cultivent l'ambiguïté d'une manière étonnante, telle Viola dans La Nuit des Rois, qui formule ces vers particulièrement parlants. Comme homme, j'aime comme une femme, et comme femme, je suis aimée comme un homme. Confidence pour le moins troublante et singulièrement avant-gardiste eu égard à la controverse sur le genre qui passionne notre société actuelle. Homosexuel ou non, il suffit de lire dans un de ses sonnets demeurés célèbres les vers que Shakespeare adresse à une amoureuse anonyme pour se convaincre qu'il ne doit pas trop aimer les femmes. Les yeux de ma maîtresse n'ont rien du soleil. Le corail est bien plus rouge que le rouge de ses lèvres. Si la neige est blanche, alors sa poitrine est beige. Si les cheveux sont des fils d'or, ce sont des fils noirs qui poussent sur sa tête. J'ai vu des roses de Damas, rouges et blanches, mais je ne vois aucune de ces roses sur ses joues. Et certains parfums donnent plus grand plaisir que l'haleine fétide de ma maîtresse. Pour trancher une question devenue décidément trop ardue, certains se sont convaincus que Shakespeare était une femme. Après tout, il n'y a qu'une femme pour se montrer aussi féroce envers ses semblables. Et puisqu'on n'a presque rien sur la vie du dramaturge, autant montrer de l'audace en avançant les hypothèses les plus hardies. L'écrivaine Virginia Woolf a en son temps coupé court radicalement à cette idée saugrenue. Du temps de Shakespeare, il aurait été absolument impossible à n'importe quelle femme d'écrire les pièces qu'a écrites Shakespeare, affirme-t-elle. Avant sa mort, Shakespeare avait demandé à ce que l'on grave sur sa tombe un quatrain demeuré célèbre qui ajoute au mystère dont s'entoure sa vie. Mon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ces pierres, et maudit soit celui qui déplace mes os. Les Anglais, avec un humour typiquement britannique, ont émis l'hypothèse que Shakespeare, en interdisant qu'on ouvre son tombeau, voulait avant tout s'assurer que l'on n'y déposerait jamais, à côté de lui, la dépouille de sa femme. C'est la fin de ce double épisode consacré à Shakespeare et les femmes. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend comme d'habitude sur le site d'Europe 1. À très bientôt.